Loué soit Jésus-Christ, ici Yannick pour Radio Regina. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'abbé Belmont pour surfer un petit peu sur un sujet d'actualité. La question des gilets jaunes, bien sûr, avec des perspectives un peu plus larges, parce que je suppose que nos lecteurs, nos auditeurs auront remarqué qu'on n'entend plus parler que de ça dans les médias catholiques. Voilà, vous allez sur Gloria TV, c'est Gilets jaunes, Gilets jaunes, Gilets jaunes. Vous allez sur Salon Belge, qui est un des sites les plus lus par ce qu'on appelle globalement les tradis, ou les conservateurs tout du moins, c'est Gilets jaunes, Gilets jaunes, Gilets jaunes. Alors là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème? Donc on va analyser la question du point de vue catholique, parce que il semble que les Gilets jaunes annoncent le retour d'une chrétienté en France ou pas. Voilà. Moi j'ai quelques légers doutes là-dessus, je sais pas vous, monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur l'abbé, au fait. Bonsoir Yannick. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous remercie. Ça va. Ben, je disais que j'avais quelques légers doutes sur le fait que les Gilets jaunes nous préparent une chrétienté, parce qu'apparemment là, c'est le retour du règne social de Jésus-Christ en France, apparemment, hein, si on suit les médias catholiques, ou entre guillemets catholiques. Je ne sais pas, je ne les lis pas. Je ne les lis pas. Les gilets jaunes prennent déjà suffisamment tout l'univers qui nous entoure pour ne pas en rajouter. On parle des gilets jaunes et des gilets jaunes et encore des gilets jaunes et on oublie que pendant ce temps-là, on assassine les enfants, les gens continuent à apostasier, les agriculteurs se suicident et qu'il y a des problèmes infiniment plus graves. Cela dit, puisque nous sommes convenus de parler des gilets jaunes, il faut bien voir que c'est un sujet très sensible, parce qu'il y a beaucoup de détresse chez les gens, c'est vrai. Il y a beaucoup de braves gens qui sont embrigadés dans les gilets jaunes. Il y a aussi beaucoup de naïveté. Pourtant, si on analyse les choses, nous assistons véritablement à une pré-révolution. C'est-à-dire un mouvement qui est déjà une révolution, mais qui peut le devenir au sens plein du terme à tout instant. Je pense aussi, oui. Pour l'instant, il y a encore un côté bon enfant, mais il y a des symptômes qui ne trompent pas. Et permettez-moi d'en énumérer plusieurs. D'abord, il y a la prétendue spontanéité du mouvement. Un mouvement spontané, ça n'existe pas, parce que a été déterminé un nom, une identité, une date de commencement, des lieux, une revendication pour commencer, la taxe sur les carburants. Et tout cela, bien sûr, a été préparé à fermenter sur les réseaux sociaux, ou plus exactement sur les zéros sociaux, et ces réseaux sociaux fonctionnent déjà selon un mode révolutionnaire. Ce sont des petites sociétés de pensée, ou tout au moins quand ils n'ont pas un objet précis, un objet directeur, et quand ils n'ont pas des principes structurels, un chef, un modérateur, une charte. La loi réelle des réseaux sociaux, ça se résume en 3 mots, c'est liberté, égalité, fraternité, qui est la loi interne des loges maçonniques. Et on est donc dans une dynamique réductrice, noyautante, une dynamique de société de pensée. Et ça, c'est le premier symptôme. C'est un mouvement sans chef, un mouvement sans loi, un mouvement sans idée particulière. Anarchique. Et puis, pardon? Anarchique, je dis, oui. Oui. Le deuxième symptôme, c'est la surenchère. La surenchère, d'abord, quant à la durée. Il y a eu un jour de mouvement de Gilets jaunes, et puis, tout d'un coup, un prolongement qui n'a pas été annoncé, et qui fait passer d'une manifestation qui pouvait être légitime à un mouvement qui est totalement hors de contrôle. Il y a une surenchère quant aux objectifs. Au début, c'était demander l'abolition d'une taxe, et c'est devenu maintenant des objectifs flous, contradictoires, inatteignables, délirants parfois. Et c'est une surenchère, la surenchère typique des révolutions. Et puis, je crois qu'il y a encore comme symptôme une erreur de cible. On s'en prend aux automobilistes qui du coup surconsomment du carburant qu'on a déclaré trop cher. On asphyxie les commerçants et ceux qui ont besoin de travailler. On s'en prend aux gendarmes et autres qui eux aussi voient leur pouvoir d'achat s'évaporer. Mais on ne touche pas aux vraies causes, aux maîtres de l'argent, au marché, comme on le dit pudiquement, et leur argent dette contre nature. On ne touche pas aux tyrans qui font qu'on souffre de pénurie au milieu de l'abondance et du gaspillage. L'idée, c'était de bloquer le pays, justement.
Mais bloquer le pays, ça ne va pas bloquer les partis politiques et les maîtres de l'heure. Ça va bloquer les petites gens. Et puis il y a les casseurs. Mhm. Bien sûr, il y a beaucoup de casseurs qui viennent de l'extérieur, qui sont des professionnels, mais des gilets jaunes qui étaient pacifiques il y a un mois sont devenus des violents, des desperados, et ils disent nous n'avons plus rien à perdre, ce qui est faux, parce que ceux qui ont tout perdu ne sont pas sur les ronds-points et ne peuvent pas monter à Paris, mais ils font tout comme s'ils voulaient que les autres perdent à leur tour. Et ça, c'est quelque chose de terrible. En 1789, et il y a beaucoup de braves gens qui se sont levés contre la famine parce qu'il y avait eu des mauvaises récoltes, qui étaient des braves gens et qui, quelques jours après, se trouvaient en train de hurler à mort, de porter des têtes coupées au sommet des pics, alors qu'ils étaient des braves pères de famille. En 1917, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont levés contre un régime qui était extrêmement dur et qui sont devenus des vrais révolutionnaires pour installer un régime qui était 1000 fois plus inhumain, et ainsi de suite. Et donc, il y a une surenchère. Et je ne dis pas qu'il y a un complot au départ, pas nécessairement, mais le processus révolutionnaire n'est jamais si dangereux, si efficace, qu'au moment où ceux qui y participent ne savent pas ce qu'ils font, ne savent pas où ils vont, ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça a été le cas en 1789. Et il suffit un certain processus sociologique qui se développe à l'intérieur d'un état mental et moral dégradé de la société. C'est Augustin Cochin, qui est le grand maître en la matière, qui a mis ça en évidence. Alors, on a tous les symptômes d'une véritable révolution, qui n'est que incoative, qui ce n'est qu'un mouvement pré-révolutionnaire, mais on ne sait pas, à tout moment, ça peut basculer dans une véritable révolution. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qu'il va advenir. Le bon Dieu peut tirer le bien de toute chose, mais je ne sais pas si les bouts de gras que leur jette M. Macron, comme on les jette à un chien enragé, calmeront les gilets jaunes. Mais en tout cas, ils ne résoudront rien, parce qu'il faudra bien que quelqu'un paie. Il faudra bien, et ce ne sera pas la classe politique, ni la place financière, Voilà. ni la place syndicale qui paieront. Moi, ça me fait vraiment penser, je suppose que c'est un peu le cas de tous les gens qui analysent ce qui se passe, ça fait vraiment penser au début des révolutions arabes, la révolution iranienne, etc. Donc, pour citer des révolutions plus récentes. Donc là, il y a quelque chose qui semble inarrêtable, en fait. C'est quelque chose qui s'est lancé. Je ne sais pas comment Macron va faire pour gérer. Mais après, je veux dire, moi, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit lui au pouvoir ou les anarchistes des Gilets jaunes, pour moi, on n'est pas de toute façon, on n'est pas dans le bien commun. Non, évidemment. C'est ça le problème. Il ne faut pas croire que M. Macron ait beaucoup de pouvoir. Il n'est pas le maître de l'argent. Il n'est pas le maître des lois. Les maîtres de l'argent, c'est ce qu'on appelle les marchés, ce qui est un nom pudique pour recouvrir des milieux financiers terribles. Et il n'est pas maître des lois, c'est l'Europe et les lobbies européens qui sont maîtres des lois. Et il s'est mis dans une situation dont il est incapable de sortir tout seul. Et puis même, à supposer que tout le monde se calme, la menace demeurera et reviendra. C'est que la France et l'Europe en général est dans un état de désintégration intellectuelle, morale, sociale, religieuse. Économique. Et cela appelle en permanence le réenclenchement du processus révolutionnaire. La révolution peut recommencer à tout instant. Et de toute façon, cette pré-révolution a déjà et aura des effets révolutionnaires. Si on exacerbe l'envie des gens, si on les fait goûter à l'anarchie et à la griserie d'entraver la marche des choses, eh bien, non seulement cela n'a jamais restauré la loi naturelle et la volonté du bien commun, mais cela contribue fortement à la dégradation de la société. Mai 68 est une révolution qui a échoué, si l'on peut dire, qui a avorté, mais elle a précipité la société vers le bas, et peut-être bien plus vers le bas que s'il avait réussi. Le mai 68, c'est le décret d'application de Vatican II dans la cité, mais la dégradation des mœurs, la dégradation de toutes choses due à mai 68 est plus grave que si la révolution était allée au bout. C'est pour ça qu'il faut remonter aux causes lointaines, et plutôt que
oui, que de voir immédiatement, il y a des braves gens, que ça va bien se passer, un tel a dit que ça allait bien se passer, mais il faut voir que la société est en état de fermentation permanente et de dégradation permanente, et que un mouvement social comme celui-là peut tout faire basculer à tout instant. Ouais. Bah, en tous les cas, il y a déjà des revendications qui sont communes à tous les Gilets jaunes, je veux dire, via leur porte-parole. Il y a déjà des grosses propositions, et notamment une qui leur tient particulièrement à cœur, ou surtout aux plus intellectuels d'entre eux, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, hein, parce que c'est surtout ces deux tendances qui se rejoignent dans les Gilets jaunes. Ces deux tendances qui choisissent une optique de combat anarchique, qui rêve à l'anarchie, qui rêve au peuple au pouvoir. C'est une nouvelle constitution, évidemment, par définition, avec à la base un fonctionnement un peu comme à la Suisse, donc des tas de référendums populaires pour chaque loi qui permettent d'élire, de destituer, etc. Et alors il y a aussi une autre idée qui va petit à petit, je pense, de plus en plus faire parler d'elle, c'est l'idée de démocratie, on va dire, populaire. Donc les futurs politiques, députés, etc. seraient tirés au sort pour un mandat de X temps. Seraient tirés au sort dans la population. C'est des idées, en Oui, fait, oui. beaucoup d'idées proviennent, et lui, comment dire, les gens qui soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, dans mon emploi intellectuel, soutiennent beaucoup le professeur qui s'appelle Étienne Chouard, qui, justement, prône toutes ces idées-là depuis des années, et il est surtout, il est très, très, très populaire. Et fatalement, les Gilets jaunes reprennent beaucoup de ces idées. Et tout à l'heure, ce matin, je regardais un petit peu les actualités, et j'ai vu qu'il était invité par les Russes sur la chaîne RT à s'exprimer. Et quand on tape son nom maintenant dans les actualités, on le voit partout. Donc ils ont déjà plus ou moins une idée de vers quel nouveau système politique ils souhaiteraient. Mais évidemment, on va continuer à en parler tout au long du fil de l'émission, je pense. Voilà. Oui, oui. Oui, je suis un peu ce que raconte M. Chouard. Oui, il y a une vision, vous voyez, Et ils ont une certaine vision. il y a des choses très intéressantes pour les finances. Je ne dis pas qu'ils disent de mauvaises choses, on est bien d'accord. Voilà. Mais cette démocratie dite directe, elle est le terrain favorable de la prise de pouvoir par les beaux parleurs, par les princes des nuées, par les techniciens révolutionnaires et tout. Et ça me fait un peu rire, en sens que ce sont les gens qui ont coupé la tête du roi, en disant plus jamais de pouvoir qui ne soit pas électif, qui ne viennent pas du peuple, et n'ont pas voulu d'un pouvoir à désignation providentielle, et maintenant ils revendiquent un pouvoir à désignation du pur hasard, par tirage au sort. C'est ça. Donc, Mais donc, oui. effectivement, il faut remonter aux causes politiques, parce que ce sont des causes politiques, et qu'il y a longtemps, comme disait Marcel de Corte, nous ne vivons plus en société, que nous vivons dans une dissociété de type ultra-socialiste, où il y a ce qu'on appelle l'État, c'est-à-dire les instances gouvernantes, qui font des lois pour tout, même maintenant bientôt des lois pour la fessée. Enfin, on gouverne la proportion du café et du lait dans le café au lait, c'est effrayant. Et il n'y a plus du tout de bien commun, de désir d'abord de notion du bien commun, de travail au bien commun, d'unité pour le bien commun. Il n'y a plus cette recherche d'amitié vertueuse qui est le bien commun de la société et la perfection de ses membres. Plus du tout. On veut bien encore peut-être de l'amitié, mais surtout pas de la vertu. Et donc nous sommes dans une véritable dissociété, une cohabitation d'égoïstes, une cohabitation d'intérêts, une cohabitation d'idéologues, et pas dans une société qui travaille pour le bien commun, l'état de paix, l'état de prospérité, l'état du culte du vrai Dieu, l'état de la justice et de la vérité. Et si nous sommes dans cette dissociété, c'est parce qu'il n'y a plus de corps intermédiaires. On entend tout le temps parler des corps intermédiaires en disant il en faut, il y a les syndicats, il y a les partis, il y a les ONG, il y a la vie associative, et tout ça, ce ne sont pas des corps intermédiaires, ce sont des corps artificiels. Les corps intermédiaires, ce sont des corps naturels. Les communes, les régions, les entreprises, les organisations professionnelles, des écoles libres, des universités autonomes, tous ces corps intermédiaires non politiques qui font le tissu de la société. Et c'est le propre de la révolution, c'est qu'elle procède et qu'elle progresse en défaisant les liens sociaux naturels pour les remplacer par des liens artificiels
qui sont vulnérables, qui sont manipulables et qui dégradent. Et la contre-révolution consiste non pas à manifester, mais à tisser inlassablement ces liens sociaux naturels pour rétablir la société dans l'ordre, dans son ordre. Et donc il faut avant de parler des taxes sur le carburant, il faut créer toute une forêt sociale de libres associations de familles, de communes, voilà, de professions qui sont corporativement organisées, des vrais corps intermédiaires. Et ça, il n'y a plus, et il n'y a aucune revendication dans ce sens-là. Non. Il n'y a aucune revendication parce que les gens n'ont plus idée de ce qu'est une société. Alors on revendique sur des objectifs financiers. Voilà, beaucoup, oui. En ne faisant qu'aggraver le mal, mais on oublie que la société, elle n'est pas d'ordre financier, elle n'est pas d'ordre économique, elle est d'ordre moral, d'ordre politique, c'est-à-dire d'ordre moral. Voilà. C'est de l'ordre du vrai, c'est l'ordre du bien, c'est l'ordre pour le vrai et le bien. Et ça, on n'en entend pas parler. Nulle part. Et puis, dans les causes, il y a la faillite intellectuelle, morale et financière de l'éducation nationale. Les braves gens qui vont manifester sont des gens sans éducation, sans idées, sans culture, sans histoire, sans racines. Ce sont des produits de l'éducation nationale, et c'est effrayant. Il y a aussi la surabondance de l'information déformée, et les réseaux sociaux n'ont pas amélioré, c'est toutes sortes de bruits, de mensonges, d'exagérations, de dissimulation des vraies causes, d'attirer l'attention sur des choses sans importance pour, pendant ce temps-là, les choses vraiment graves continuent à se passer. Cette surinformation qui est un mal personnel et un mal social qui sont très grands, ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, saint Paul se plaignait que les Corinthiens étaient toujours avides de nouvelles. Hein? Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, il y a l'apostasie. Voilà, c'est une société d'apostats. Et ce mouvement Gilets jaunes, malgré qu'il y ait pas mal de chrétiens en son sein, revendique des choses qui ne sont pas justement chrétiennes. C'est un mouvement d'apostats. Tout est centré sur le peuple contre les représentants pour lesquels ce même peuple a voté. Et là, il faudrait quelque chose de plus direct, de plus populaire, de plus... Voilà, comme si le peuple, il était propre. Il avait rien à se reprocher, il n'y avait pas de problème. Et je pense aussi que beaucoup de catholiques vont manifester là. Et c'est l'idée que les représentants au pouvoir sont nécessairement des gens, on est bien d'accord, qui ne sont pas pour le bien commun, qui sont tous sauf des amis, j'ai pas de problème à le dire. Mais c'est l'idée que, voilà, ce sont des juifs, ce sont des francs-maçons. Mais le peuple, par contre, il n'y a pas de problème. Là, comme le peuple, il a du bon sens, là, il va voter pour des bonnes lois, parce que le peuple, il est gentil. C'est le nationalisme, en fait, dans toute sa splendeur. C'est ça aussi que les catholiques, ça fait des années qu'ils ont le cerveau lavé par tout ça. Et qu'importe si le programme, les revendications des Gilets jaunes n'ont strictement rien à voir, à part évidemment quelques-unes avec un modèle de chrétienté, c'est pas grave, ils y vont quand même. En collaborant directement avec un futur système, en possible système mécréant. Donc ils imposent pas une vraie vision chrétienne de la chose. Voilà. Oui, évidemment qu'il y a cette illusion qui consiste à oublier le péché originel, que nous sommes inclinés au mal, que nous avons besoin d'autorité, que nous avons besoin de vérité, que nous avons besoin de hiérarchie pour former une société. Ouais. Et que dire le peuple est bon, le peuple a du bon sens, c'est d'abord une illusion de toutes les époques, mais c'est une illusion encore plus grande. Il faut voir que en France, je ne sais pas, je ne connais pas de nombre, mais peut-être une femme sur 4 a déjà avorté, peut-être avorté plusieurs fois, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde d'assassins. Voilà. Nous sommes dans un monde d'apostats, les gens ont perdu la foi, dans leur grande majorité. C'est un peuple apostat. Et que ce n'est pas les curés actuels qui vont la leur rendre. Nous sommes dans une société d'apostats, et souvenez-vous de ce que disait Chesterton avec tant de sagesse: ôter
le surnaturel, et il reste tout ce qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que l'ordre naturel, à cause du péché, à cause aussi de la finalité surnaturelle de l'ordre, mais l'ordre naturel ne se soutient pas, ne dure pas sans l'ordre surnaturel, sans la grâce de Dieu. Et que là, c'est quelque chose de terrible, parce que dans un monde apostat, la pente naturelle est dans le contre-nature. La pente naturelle est dans l'anarchie, dans l'envie, dans le sang, dans la révolution, c'est la pente naturelle. Et que cela, on l'oublie. Alors, faire des nouveaux partis, faire des nouveaux mouvements, ça ne sert à rien. D'abord parce que, qu'on soit un parti de droite, de gauche, d'extrême centre, tout ce qu'on veut, c'est toujours un parti, une structure qui donne une éducation et des mœurs qui sont substantiellement révolutionnaires à ceux qui y militent. Voilà. Le fait d'être parti, se dire un parti, voilà déjà. Et puis, les braves gens qui sont beaucoup dans la vraie détresse, qui réclament plus de sous, etc., le gouvernement leur a volé leur argent, le mondialisme leur a volé leur argent, c'est vrai. Mais bien avant de leur voler leur argent, on leur a volé leur âme. Oui. Et ça, ils n'ont rien dit. Ils se sont laissés faire, ils sont rentrés dans le mouvement, ils ont abandonné toute vie spirituelle, toute vie intellectuelle, et alors maintenant on s'en prend à leur argent, alors ils réagissent. C'est toujours la plupart des manifestations, c'est pour des questions d'argent. C'est ça. Oui, mais je conçois qu'il y en a qui soient inquiets, etc., et qui ont oublié que notre Seigneur a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Oui, j'aime beaucoup cette phrase de notre Seigneur. Est-ce que ces gens, une petite question, est-ce que, donc ils ont subi une injustice de la part du gouvernement, est-ce que néanmoins, qu'ils soient chrétiens ou pas, enfin bien entendu, peu importe, je parle des gens qui sont sincères dans leur démarche, des honnêtes gens, est-ce que cette injustice qu'ils ont subie ne justifie pas une insurrection légitime? Et ça, on peut en discuter, évidemment, que l'État étant aussi contre nature, il pourrait y avoir une insurrection légitime. Mais pour qu'une insurrection soit légitime, il faut d'abord qu'il y ait un mal très grand, une tyrannie très grande, une opposition très grande au bien commun dans la société. Voilà, donc nous avons un gouvernement d'assassins. Là, le mal est très grand. Voilà. Mais il faut aussi qu'il y ait des chances raisonnables de succès, c'est-à-dire que ce soit bien un acte de la société pour établir un ordre meilleur, pour que cela se fasse sans engendrer des maux bien plus grands, et que tout le monde ait une intention droite dans l'affaire. Et nous sommes loin, très loin du compte. Parce que si on remplace l'ordre macroniste tout d'un coup par un ordre le péniste demain, ou gilet jauniste. Mélenchoniste, le péniste. Voilà. De toute façon, que ce soit macroniste ou ça, ce sera. Pareil. Voilà, c'est du pareil au même pour nous. Ouais. Ça sera du pareil au même. Et on a volé l'âme aux gens, et voilà. Et l'homme ne vit pas seulement de pain, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile. Et quand on leur a volé la parole de Dieu, ils n'ont rien dit. Quand on leur a volé leur âme, ils n'ont rien dit. Et ça, c'est terrible. On lit je vais vous lire ça dans les sentences des pères du désert. On lit ce petit passage merveilleux. Un frère demanda à l'abbé Pastor que signifie dans l'écriture l'expression se mettre en colère contre son frère sans motif. L'abbé Pastor répondit: se mettre en colère sans motif, c'est se mettre en colère contre un frère qui a voulu nous causer un tort quelconque. Serait-il allé jusqu'à nous arracher l'œil droit ou à nous couper la main droite? Mais si l'on voulait te séparer de Dieu, alors oui, fâche-toi. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde est un père du désert, mais on nous a séparés de Dieu, on ne s'est pas fâché. Et maintenant, on voudrait se fâcher parce qu'on nous fait du mal. On ne s'est pas fâché, au contraire, beaucoup ont participé. On nous fait du mal, il fallait se fâcher quand on nous a pris le bon Dieu. Et parce que cela alimente ce qui est aussi une des caractéristiques de la révolution,
c'est de réclamer une réforme des institutions sans travailler à une réforme des mœurs, en imaginant que la réforme des institutions, du code des impôts, de la taxe sur le carburant, du SMIC, et tout ce qu'on veut, ça va rétablir un ordre vrai. Et on ne peut pas. La réforme des institutions est moins urgente, quoi qu'il en soit, elle est moins urgente que la réforme des mœurs. Or, aucun des gilets jaunes n'est parti pour réformer ces mœurs. Il y a des braves gens qui restent des braves gens, et ils vont passer des nuits sur les ronds-points, et à rouler un peu les mécaniques en cassant les pieds aux gens, mais ils ne vont pas accomplir davantage leur devoir d'État, et bien au contraire, bien au contraire. Et si on ne commence pas par réformer les mœurs, et chacun dans sa sphère propre, dans son devoir d'État, dans sa prière quotidienne, dans l'étude de la doctrine politique, de la doctrine religieuse, de proche en proche, alors ça ne sert à rien. On aura un Macron bis, ou un Mélenchon prime, ou une Le Pen bis, mais on n'aura pas un pays chrétien, on n'aura pas un pays qui sera naturellement plus sain. Quoi qu'il arrive, et c'est ça. Tout à fait. Il n'y a aucune condition pour ça, il n'y a aucune condition pour ça. Les circonstances ne s'y prêtent pas du tout. Néanmoins, sur tous les sites entre guillemets catholiques, voilà, on ne parle que de gilets jaunes, les braves gilets jaunes, et voilà, drapeau de Sacré-Cœur chez les gilets jaunes, etc., etc. On devrait nous faire croire que c'est une insurrection catholique. c'est incroyable. Non. Il y a des catholiques dedans. Il y a des catholiques dedans. Ouais, il y a des braves. Mais si, supposons que un leader vraiment bien se dégage de tout cela et veuille reprendre les choses en main. Ouais. D'abord, il va avoir l'idée de faire un parti. Ça en fera un de plus, c'est tout ce que ça fera. Bon, mais supposons qu'il veuille vraiment travailler au bien commun, mais il lui faudrait commencer par la réforme des mœurs et trouver un personnel politique qui soit instruit, qui soit désintéressé. Ce qu'avait fait M. Macron, aller chercher dans la société civile, comme il disait, des gens pour travailler à la politique, c'était pas idiot. Mais ça, je suis totalement d'accord. Ça, je suis totalement d'accord, on est bien sûr. Donc, il y a des gens qui ont eu des responsabilités, qui continuent à avoir des responsabilités, qui ont travaillé, qui n'ont pas grandi dans le microcosme politique, mais qui ont exercé un devoir d'État. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Et c'est marrant parce que c'est ce que réclament les Gilets jaunes aussi, sauf que Macron l'a fait lui aussi. Bon. Il y a des revendications des Gilets jaunes qui étaient celles de Macron pour se faire élire. C'est quand même drôle. Et pourtant, lui, en fait, on s'attaque à Macron, il s'attaque à un président et à un parti qu'ils ont eux-mêmes élu. Enfin, quand je dis eux-mêmes, c'est peut-être pas la plupart des Gilets jaunes, c'est pas ce que je dis, mais ce que le peuple français a élu à très large majorité. Et de surcroît, ces gens-là, Macron et son parti, n'ont pas fait de fausses promesses. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit ce qu'ils allaient appliquer. Et les gens ont sciemment voté pour eux. Sciemment. C'est ça qui est aussi incroyable. Alors, évidemment, qu'on ne va pas m'accuser d'être macroniste ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai toujours été opposé. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça, c'est quand même aussi l'ironie du sort. Mais c'est pour ça que, malheureusement, je n'ai pas de recette à donner. Faire un bilan assez négatif de l'affaire, ça reste un bilan négatif et je n'ai pas de recette, sinon que le bon Dieu intervienne, qu'il fasse, même qu'il tire le bien du mal, qu'il vienne nous sortir de ce marasme. Mais ce n'est pas en donnant aux gens l'appétit de plus d'argent, l'appétit de plus de plaisir, de plus de confort, de plus d'illusions de démocratie. Il faut leur donner l'appétit de la vérité, l'appétit du bien commun, l'appétit de prendre place dans une hiérarchie sociale, l'appétit d'avoir l'esprit de sacrifice, puisque, comme disait à juste titre le maréchal Pétain, l'esprit de jouissance a détruit ce que l'esprit de sacrifice avait bâti. Et tant qu'il y aura un esprit de jouissance, qu'on veut tout de suite, j'ai droit, voilà, eh bien, on en restera au même point. Que ce soit M. Macron, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, que ce soit tout ce que vous voulez, ça restera toujours au même point. Là-dessus, c'est bien clair.
Si je peux me permettre aussi un commentaire, je vais faire une comparaison un peu qui va peut-être un peu choquer du monde, mais bon, j'espère que vous allez me comprendre. Si on regarde les dernières révolutions qu'il y a eu dans le monde arabe, le fameux printemps arabe, au départ c'était aussi pour des questions financières, pour plus de démocratie, etc. Et on a eu, par exemple en Égypte, il y a eu des élections, c'est les islamistes qui ont été élus, parce que les islamistes ont participé à ces mouvements, ils ont fini par être élus, alors qu'à la base c'était pour plus de démocratie, de libéralisme, etc. Pareil en Tunisie. Enfin, je sais plus exactement. Avant qu'il y ait eu un putsch par le général Sissi en Égypte qui liquide tout ça. Voilà. Ben, ça, ils ont dû faire un putsch pour arrêter la charia en Égypte. Comment dire? Je me permets de comparer un petit peu avec les islamistes qui réclament la charia et nous la chrétienté, même si c'est pas du tout pareil, on est bien d'accord. Mais ils ont quand même un désir de société un peu. Enfin, voyez un peu ce que je veux dire. Mais là, évidemment, on n'y est pas du tout. Les catholiques ont beau manifester avec les gilets jaunes. Eux, les catholiques en tant que tels, c'est déjà se demander s'ils ont vraiment envie d'avoir une chrétienté. Et si c'était le cas, est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire une en France via une insurrection avec les gilets jaunes? Ici, s'il y avait une prise de pouvoir, est-ce que les catholiques, là, seraient élus par le peuple de France? J'ai un léger doute, personnellement. En Iran, on avait aussi la révolution iranienne, et une fois que les islamistes ont... Parce qu'à la base, il y avait quoi? La révolution iranienne, il y avait les démocrates, les communistes et les islamistes qui luttaient pour prendre le pouvoir. Enfin, qui luttaient pour plus de justice à la base, et qui ont fini par prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'ont fait les islamistes une fois qu'ils se sont installés? Eh ben, ils ont pas juste éliminé les gens qui soutenaient le Shah d'Iran, ils ont éliminé aussi les autres qui étaient autour d'eux, donc les gauchistes, les laïcards, Alors, moi, j'ai un peu de mal, personnellement, à imaginer Civitas au pouvoir éliminer l'extrême gauche qui aurait pris le pouvoir avec eux. J'ai un peu de mal à imaginer. Mais voilà, on est très loin. Comment dire, les catholiques, enfin, les gens qui se réclament catholicisme manifestent, non, manifestent aux côtés des gilets jaunes. Mais enfin, je ne sais pas s'ils réalisent que le programme n'est pas du tout chrétien et que quoi qu'il advienne, c'est pas du tout avec ça qu'on obtiendra, qu'on aura une chrétienté en France. Alors, c'est à se demander s'ils désirent vraiment aussi la chrétienté. Enfin. Je ne crois pas du tout qu'ils aient l'idée de faire une chrétienté. Non. Ça se ressent pas. C'est juste à la limite peut-être pour certains se débarrasser des juifs et des francs-maçons au Parlement et au moins comme ça le peuple il va voter bien. Le peuple va voter de façon très morale avec les référendums. Mais le peuple est un peuple d'apostats et d'assassins. Voilà. Et ils veulent pas le voir, ils veulent pas le savoir. Et pour les catholiques qui sont aux côtés des gilets jaunes, ils oublient quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a une logique des moyens. C'est-à-dire que si j'emploie des moyens révolutionnaires, eh bien, je vais devenir révolutionnaire, même si je pensais employer ces moyens pour la bonne cause. La révolution ne se propage pas par une idéologie révolutionnaire. Il y a bien sûr une idéologie révolutionnaire sous-jacente, mais elle se propage par des moyens révolutionnaires, par l'utilisation de moyens révolutionnaires. Si je veux défendre la vérité en mentant, eh bien je deviens un menteur et pour tout. Et je n'aime plus la vérité. Mais d'un autre côté ici, je veux dire, si les conditions énumérées par saint Thomas d'Aquin pour renverser le tyran avec un projet de société adéquat et tout ça était possible, plausible dans la situation actuelle, à ce moment-là, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas parler de bonne révolution dans ces cas-là? Mais dans ces cas-là, il faudrait prendre des moyens adéquats et des moyens qui ne soient pas injustes. Voilà. Ce n'est pas en campant sur des ronds-points, en tuant le petit commerce au profit des gros. Ce n'est pas comme cela qu'on va rétablir un ordre. S'il y a des gens qui veulent vraiment rétablir une France catholique, alors il faut aller atteindre les puissances d'argent, les puissances de politique délétère, et c'est elles qu'il faut atteindre. Les puissances d'information mensongères, c'est elles qu'il faut atteindre, comme les Pieds Noirs avaient fait le 13 mai 58 à Alger. Et encore là, ils se sont fait récupérer dans la journée même par De Gaulle, qui avait son agent, Delbecq, qui s'est mis derrière un naïf qui était le général Salan. Alors ils ont dit « Vive la France, vive je sais pas quoi », et Delbecq a soufflé
vive de Gaulle, Salan a dit vive de Gaulle, et de Gaulle est revenu pour brader l'Algérie que les braves gens voulaient défendre, Ouais. que voulaient garder. Et donc, si on est dans une situation d'insurrection légitime, il faut prendre des moyens légitimes, il faut prendre des moyens pour gagner légitimement, et bien sincèrement, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Alors, travaillons à apprendre la doctrine, à faire son devoir d'État, à être prêt, à retrouver une éducation chrétienne pour les enfants, à ne pas les envoyer au casse-pipe dans les mauvaises écoles, en fondant des écoles, et ainsi de suite, en recommençant un tissu social par le bas. Parce qu'on ne peut pas aller le chercher par le haut. Mais aller camper sur des ronds-points et casser les pieds aux gens, je suis désolé, mais ça n'a jamais servi le bien. Et la première manifestation du samedi 17 novembre pouvait montrer au gouvernement un mécontentement général. Je pense que ça pouvait être tout à fait légitime. Les gens étaient prévenus, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu d'injustice flagrante. Mais dès le lendemain, ça commençait, les injustices flagrantes. Et donc, il y a une logique des moyens révolutionnaires. Et je n'ai pas besoin d'être idéologiquement révolutionnaire, je le serai réellement, très rapidement. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont de la peine à comprendre. Il y a une logique des moyens. Je vais préciser une chose aussi pour les auditeurs, c'est que l'abbé Belmont et moi, nous ne sommes pas là pour critiquer pour critiquer. C'est pas du tout l'objectif. Je suppose que la plupart des auditeurs l'auraient compris, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe quand il y a des actions, quelles qu'elles soient, vont commencer à critiquer. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que l'abbé Belmont est bien entouré par des gens qui n'ont rien à prouver, qui sont sur le terrain quand il faut, etc. Mais sauf qu'ici, comme nos lecteurs l'ont peut-être constaté au fil de l'écoute de cet enregistrement, nous ne sommes pas sûrs que ce soit vraiment une occasion pertinente d'être sur le terrain. Comme vous l'avez compris, les Gilets jaunes, ça va certainement pas être engendrer quelque chose de bien intéressant. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de catholiques s'égarent là-dedans. Les catholiques aussi, un désir de travailler au bien de la cité, et ils sont rabroués, ils sont marginalisés, et ils disent, voilà, ça c'est l'occasion. Mais pour moi, c'est le miroir aux alouettes. Oui, c'est sûr, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Rien ne va dans le bon sens. Rien ne va dans le sens du bien commun, rien ne va dans le sens de la chrétienté. Dans le meilleur des cas, rien n'avancera, mais je crains que ça change les mentalités et qu'on déserte un peu le combat catholique pour dire maintenant c'est le combat des Gilets jaunes. Ah, vous pensez que ça ne pourrait qu'empirer notre situation, en fait? Je le crains. Je ne suis pas prophète, encore une fois, mais je le crains. Parce qu'on est déjà... la situation des catholiques en France n'est déjà pas terrible, et vous pensez que ce mouvement va faire encore plus de mal, va engendrer quelque chose d'encore plus... Je le crains. Ah, oui. Je le crains parce que, voilà, on reprend des fausses espérances politiques, et que la chute sera lourde et on aura pris des mauvaises habitudes pendant ce temps-là. La chute sera lourde, et peut-être la plupart des catholiques qui auront participé à ça, de près ou de loin, ne vont pas vouloir se remettre en cause. Vont rester dans le bain de cette mouvance. Ils auront goûté aux mouvements sociaux et ils risquent de prendre ça comme axe important pour eux de poursuivre le bien commun, mais ça sera parfaitement illusoire et ils seront mangés. C'est terrible ce que vous dites. J'espère me tromper, mais je ne crois pas. C'est effrayant. J'avais pas pensé qu'on irait jusque-là, mais c'est vrai que si on réfléchit, on va voir quelles proportions vont prendre les... on va voir si on va avoir une petite révolution jaune en France. Enfin voilà, comme vous disiez dès le départ, les conditions sont réunies, hein, quoi qu'on dise. Après, ça débouche ou ça débouche pas, hein, mais ouais, ça sent très mauvais. Il faut vraiment étudier les lois même de la sociologie humaine. Augustin Cochin a montré comment la Révolution française a été préparée. Elle a été préparée pas simplement parce qu'il y avait un complot dans les loges, elle a été préparée en faisant revendiquer les gens. Les cahiers de doléances, il a commencé par d'abord du phénomène comme ça, étaient les mêmes de la Bretagne à la Provence, alors que les problèmes étaient tout à fait différents d'une province à l'autre,
mais c'était les mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient été suggérés. Et il dit, ben voilà, c'est le phénomène des sociétés de pensée, c'est le phénomène des sociétés créées par la pensée qui l'a mis dans l'esprit. Et c'est ça qui a préparé les mentalités à la Révolution française, alors que les gens vivaient en chrétienté encore, en chrétienté diminuée, parce que la réforme était passée par là, la Renaissance aussi, mais ils vivaient encore en chrétienté, et ils se sont embarqués dans le mouvement révolutionnaire. La Révolution française a été préparée par la mise en place de structures qui, en fait, étaient les structures des loges maçonniques, des sociétés de pensée, c'est-à-dire des salons, des congrès, des cahiers de doléances, par tout un mouvement populaire qui a préparé les mentalités à la Révolution française, qui a fait que des gens chrétiens, catholiques, parfois fervents, vivant en chrétienté, ces gens-là sont devenus un peuple révolutionnaire qui s'est précipité dans la Révolution et qui en a pâti par la suite. Mmh. Et c'est Augustin Cochin qui a mis cela en lumière, et son œuvre est résumée dans un livre très accessible d'Adrien Loubier, livre qui s'appelle Groupe réducteur et noyau dirigeant. Ah oui, best-seller. Et ce livre-là donc manifeste bien comment des formes sociologiques forment les mentalités et font des révolutionnaires de gens qui ne l'étaient pas. Et M. Loubier part de sa propre expérience en mai 68. Il était cadre dans une société, et voilà que les syndicats ont décrété des grèves et tout, et que les braves cadres de cette société ont décidé de pouvoir s'opposer aux syndicats, et donc ils ont décidé de se syndiquer eux-mêmes dans le syndicat de la congrégation CGC, Congrégation Générale des Cadres. Mmh. Et ils se sont pris au jeu, et que voilà, 15 jours après, tous ces cadres qui s'étaient syndiqués pour s'opposer à la grève demandaient eux-mêmes la grève. En 15 jours, ou peut-être moins, je ne sais plus, leur mentalité a été complètement changée. Et les catholiques qui se mettent dans des mouvements à structure révolutionnaire risquent fort de voir non pas leur action aboutir, parce que ça n'aboutira à rien, mais leur mentalité changer, et qu'on va encore descendre d'un cran. Ouais, c'est terrible. C'est ça, bah c'est vrai que, comme vous disiez aussi, c'était un peu comparable à mai 68, que cette sorte de révolution aboutisse ou non. Dans tous les cas, les mentalités vont en pâtir. De toute façon, il y aura des conséquences dans tous les cas. Le gros problème, c'est que beaucoup de catholiques là sont en train de tomber dans le panneau, mais c'est comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, parce que je ne sais rien, mais je crains. Je crains que voilà, oui, ça change. Ça détourne d'autres combats plus fondamentaux, plus utiles. Le combat pour l'éducation, le combat pour l'école, le combat pour garder la foi, le combat pour recréer un tissu social, des revendications gilets jaunes, voilà. Ah ben, c'est effrayant, hein. Vous savez quoi, on va mettre la vidéo, l'enregistrement, on va le mettre aussi sur Gloria TV, on va voir les réactions. C'est vrai. Eh bien. Mais réellement, je souhaiterais me tromper, et que le bon Dieu se serve de ça pour faire sortir un leader et reprendre les choses en main. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et ça, nous descendrons d'un cran. Eh bien. Bon, bah. Aurémus. De notre côté, le combat va continuer. En tout cas, merci pour votre clairvoyance et vos analyses pertinentes. Je pense qu'on partageait pas mal de points de vue, qu'on a pu aussi échanger. Et un grand merci. Une voix s'élève, la voix d'un prêtre s'élève enfin. Ça va faire un petit peu de bien hein, dans ce grand, dans toute cette folie. Il ne faut pas que le pessimisme nous détourne de prier, de travailler, d'accomplir notre devoir d'État, d'éclairer les gens, voilà. Le combat continue. Hein. Le combat, de toute façon, on ne va pas changer la voie. Le combat est continu. On va continuer à faire ce qu'il y a à faire et démontrer ce qu'il y a à démontrer. Hein.
Oh, c'est le but, hein. Voilà, bien. Merci Yannick. Merci pareil. C'est moi qui vous remercie en tous les cas. En espérant que cette petite intervention soit un minimum, ou pour ne pas dire un maximum fructueuse. Grand merci. Oui. Très bonne soirée. Donc, Union de prière. merci bien. Au revoir, monsieur l'abbé. Évidemment. Oui. Au revoir Yannick.